Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance de thérapie littéraire. Alors Sarah, comment ça va en ce lundi ? Écoute, ça va et toi Léa ? Bah comme un lundi quoi. Comme un lundi. Installez-vous confortablement. Aujourd'hui on va parler des maisons d'édition indépendantes à soutenir tout simplement face à l'empire Bolloré. N'hésitez pas aussi à prendre une petite boisson ou un petit snack pour consommer pendant l'épisode. Nous on a du thé glacé parce que il fait chaud et aussi parce qu'on va spill the tea. D'ailleurs, j'espère que quand je vais boire, ma gourde va pas faire un bruit d'enfer. Oui, c'est vrai. Parce qu'elle fait vraiment le bruit des gourdes rouillées. Mais bon, j'espère que ça va pas trop vous déranger dans votre écoute. On s'excuse par avance. Installez-vous confortablement. La séance commence. Alors, pour commencer, qui est Vincent Bolloré ? Parce que même si on pense que la majorité d'entre vous le connaissent, on sait jamais. Il y a peut-être quelques personnes qui sont déjà perdues au bout de même pas 1 minute d'épisode. Ouais, c'est possible. Donc, vous inquiétez pas, on va tout vous expliquer. Alors, pour faire très court, Vincent Bolloré, c'est un industriel, un homme d'affaires multimilliardaire français. Alors, par homme d'affaires, on entend, comme tous les autres hommes d'affaires, il possède juste plein d'entreprises, finalement. Et donc, son capital est estimé à plus de 10 milliards de dollars et il est dans le top 10 des plus grandes fortunes françaises. Rien que ça. Rien que ça. Donc, il s'agit d'un mec quand même plutôt influent. Depuis 1980, il est le dirigeant du groupe Bolloré, qui se transmet donc... Oui. Par contre, je t'arrête, mais Vas-y. ça aurait été hilarant que ce soit depuis 1984. À 3 années près, hein. Vraiment. À 3 années près. Ça aurait été une coïncidence de malade. Vraiment. Mais du coup, il est le dirigeant du groupe Bolloré qui se transmet donc de génération en génération dans la famille. Et à la base, le groupe œuvre dans la production de papier depuis genre le 19e siècle. Et d'ailleurs, j'ai vu ça en faisant les recherches, pour les fumeurs, les feuilles OCB, C'est lui ? c'est lui, Oh putain. c'est Bolloré. Voilà, sachez-le. Voilà, info, vous en faites ce que vous voulez, mais info OCB, c'est à lui. Après, je pense que boycotter la cigarette, c'est ok. C'est pas une mauvaise idée de Ouais, c'est manière ça. générale. Et du coup, à partir du moment où ce monsieur-là, le petit Vincent, il prend la tête, le groupe se diversifie donc dans le transport, la logistique, la distribution d'énergie, etc., etc. Mais les activités se sont encore diversifiées depuis, puisque depuis le début des années 2000, il s'est notamment développé dans la communication et la pub, les médias et les télécommunications. Et c'est ce qui nous intéresse le plus, et ce qui est le plus important, et Léa va y revenir un petit peu plus tard. Vous vous en doutez bien, Vincent Bolloré, ce n'est pas qu'un milliardaire, c'est un homme d'affaires qui est au cœur de nombreuses polémiques, car c'est surtout un milliardaire d'extrême droite. Et alors, fun fact ou pas, hein, son groupe est régulièrement mis en cause pour ses violations des droits humains, notamment au Cameroun, où il y a eu plusieurs histoires assez shady, et même en Afrique de manière générale, parce que c'est là où ces sociétés de transport sont basées. Il est dans le transport fluvial, en fait. Mhm. Et en Afrique, de manière générale, il y a eu plusieurs histoires un petit peu shady. Alors, on va pas trop le détailler ici, parce que bon, c'est pas le sujet principal du podcast. Mais pour vous donner un exemple, en 2018, Vincent Bolloré, il a été mis en examen pour corruption d'agents publics étrangers, après avoir fait 2 jours de garde à vue dans les locaux de la police anticorruption. Alors, pourquoi il avait été arrêté ? Parce que pendant les élections présidentielles au Togo et en Guinée, il aurait utilisé l'activité de conseil politique proposée par Havas, donc le groupe publicitaire, pour que Bolloré Africa Logistics puisse décrocher frauduleusement la gestion des ports de Lomé et de Conakry, donc, qui sont au Togo et en Guinée. Bref, beaucoup de trucs un peu sombres, mais encore une fois, c'est pas le sujet principal. On vous laissera vous renseigner par vous-même si vous voulez en savoir plus. Et surtout, je pense que dans la description de l'épisode, on va vous mettre toutes les sources qui nous ont permis de faire cet épisode. Yes, comme ça vous aurez toutes les ressources. Alors, on l'a dit, Bolloré possède des médias et c'est à partir de ce moment-là que ses opinions politiques ont commencé à vraiment se faire ressentir dans sa manière de diriger. Des nouvelles lignes éditoriales sont imposées, les directeurs de rédaction et les chroniqueurs des médias qu'il rachète sont évincés au profit de personnalités d'extrême droite,
Par exemple, Geoffroy Lejeune, qui était précédemment chez Valeurs Actuelles, qui est devenu directeur de la rédaction au Journal du Dimanche, contre l'avis de l'ensemble des journalistes de la rédaction. Et donc suite à ça, il y a eu beaucoup de démissions, de mobilisations pour contrer cette décision, mais bien sûr, vous vous en doutez, ça n'a rien changé. Oui, parce que visiblement, la démocratie n'est pas une option. Voilà, toujours sympa de travailler pour ce mec. Et donc si vous êtes déjà un petit peu renseigné sur le sujet, vous savez que ces groupes de presse, donc parmi lesquels il y a CNews, Europe 1 et d'autres, donnent une large place aux thèmes et aux figures de l'extrême droite, notamment lors des campagnes électorales. Par exemple, lors des dernières élections présidentielles, il y avait une mise en avant extrêmement forte d'Éric Zemmour et de ses idées xénophobes et complotistes, genre le grand remplacement. Le fameux. Quand on dit les thèmes de l'extrême droite... c'est majoritairement l'immigration. Et l'immigration et l'insécurité en France à cause des migrants. Tu sais que j'avais vu une stat que sur 365 jours d'antenne, CNews, ils ont parlé genre... je sais plus c'était combien, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'était plus de 300 jours d'immigration. Donc c'était plus que 300 jours. Ouais, c'est pratiquement que toute l'année, ils ont parlé d'immigration, genre. Oui, c'est ça. Autre exemple, l'année dernière, lors des élections législatives, il a soutenu publiquement l'alliance entre Éric Ciotti et le Rassemblement national. Donc c'est évidemment une stratégie pour faire un rapprochement entre la droite traditionnelle, donc les Républicains, et l'extrême droite, l'URN. Donc stratégie pour faire monter l'extrême droite dans le débat public. Et on remarque aussi beaucoup d'autres prises de parole problématiques, que ce soit de Vincent Bolloré directement ou de ses sbires, j'ai envie de dire. Non, oui. Des thèmes abordés dans les médias qu'il possède, tout simplement, où on parle... il y a des positions d'anti-avortement, des positions sexistes. En bref, il est omniprésent dans tous les endroits où tu peux te cultiver. Tout à fait. Et récemment, comme vous l'aurez compris, du coup, il est entré dans le monde de l'édition. Enfin, c'est pas tout à fait la première fois. On va vous expliquer. Mais en gros, comme vous le savez, il a racheté Hachette Livre, qui est donc un groupe d'édition. Pour faire simple, il détient majoritairement un groupe qui s'appelle Vivendi. Et donc ce groupe-là, c'est un groupe multinational français qui possède de nombreuses entreprises dans les médias, la communication, l'édition, le divertissement, etc. Par exemple, je pense que vous ne le saviez pas, mais l'Olympia à Paris, là, si vous avez déjà été voir un concert là-bas, c'est à lui. Voilà. Et plus largement aussi, Canal+. C'est un autre exemple de ce qu'il peut détenir. Top. Donc, top. Donc avec ce groupe Vivendi, en fait, il a racheté un autre groupe qui, lui, s'appelle Lagardère, qui vient d'une riche famille française aussi, sinon c'est pas drôle. Il fait pas dans le social, quoi. Enfin. Non. Mais du coup, il a racheté Lagardère pour la somme de 610 millions d'euros, rien que ça. Et donc, pour rappel, Lagardère, c'est aussi, comme je le disais, un grand groupe qui possède plein d'entreprises. Donc, en rachetant ce groupe, il a forcément récupéré les entreprises qui allaient avec. Donc, on avait notamment Lagardère Travel Retails. Donc là, en fait, on parle des magasins relais qu'il y a, par exemple, dans les gares. Quand t'as la dalle entre deux trains, tu vas t'acheter un truc chez Relais, voilà, c'est à lui. Ça, quand je l'ai appris, j'étais trop énervée. Mais surtout que ça n'a aucun sens. Genre, il est partout là où tu ne l'attends pas. En fait, c'est saoulant, genre, vraiment, premier degré, c'est saoulant. Une fois à l'époque sur Twitter, j'avais vu une meuf dire qu'un jour elle allait apprendre que sa tante appartenait à Bolloré. Et franchement, je commence à comprendre. Franchement, en faisant les recherches pour cet épisode, j'ai compris. Enfin, je comprends aussi. Ensuite, comme le disait Sarah, on a Lagardère News qui donc là lui a donné accès à Europe 1, le Journal du Dimanche, Paris Match, etc. Et enfin, la dernière branche de Lagardère, c'est donc Hachette Livre, le groupe qui nous intéresse. Du coup, le fait d'acquérir Hachette Livre, ça lui a permis de mettre la main sur plus de 50 maisons d'édition que Sarah va détailler par la suite. Mais il faut savoir que c'était un rachat compliqué parce que, comme je le disais avant, Hachette, c'est pas son premier pas dans le monde de l'édition. Il possédait déjà, toujours via son groupe Vivendi, le groupe d'édition Editis depuis 2019, à savoir que c'est le deuxième plus grand groupe d'édition en France, donc c'est pas n'importe quoi. Sauf qu'en fait, la Commission européenne lui a dit « Attends, t'as déjà Editis, si tu veux racheter Hachette, là, ça va être compliqué, frérot, parce que tout simplement, ça lui aurait donné une situation de quasi-monopole dans le milieu de l'édition, donc il n'y aurait quasiment pas eu de concurrence, parce qu'il faut savoir que s'il avait eu les deux groupes d'édition ensemble, il aurait détenu 70% du marché scolaire.
Donc qu'on s'entende bien, ça veut dire les livres et les supports pédagogiques destinés à l'enseignement. Ça, c'est hyper grave. Ça veut dire que ce monsieur a un contrôle sur ce que les enfants apprennent, tout simplement. Même les gens au lycée, au collège et tout. Voilà. Et sinon, en termes de marché global du livre en France, il aurait détenu 50%, donc une bonne moitié. Du coup, c'est pour ça que la Commission européenne lui a dit non. Du coup, il a dû revendre Editis, qu'il a finalement revendu à Daniel Kretinsky, qui est, roulement de tambour, un multimilliardaire tchèque. Yay! Trop bien. Et du coup, en revendant Editis, il a pu racheter Hachette finalement le 21 novembre 2023. Mais voilà, Hachette, finalement, c'est quoi ? C'est le premier groupe d'édition en France. Donc, il se met quand même bien avec 25 à 27% du marché de l'édition française via Hachette. Pour récapituler, alors, il a racheté le groupe Lagardère qui possédait lui-même Hachette, donc ce qui lui a permis d'accéder à une cinquantaine de maisons d'édition dont vous avez sûrement certains livres dans votre bibliothèque, tout comme nous, malheureusement, parce que on pouvait pas savoir. Je pense que j'en ai plein. C'est certain. Mais vraiment. Pas fait de tri. Bon, de toute façon, ils sont déjà achetés, j'ai envie de te dire, it's too late. Et puis surtout, ils étaient clean à l'époque. Ouais, ils étaient clean. Oui, en fait, c'est ça, c'est que c'est que depuis 2023, donc c'est quand même assez récent. Et justement, lesquels sont concernés ? Beaucoup trop. Beaucoup trop. En fait, c'est un peu plus en réalité qu'une cinquantaine de maisons d'édition. Je pense que c'est une cinquantaine de maisons d'édition en France, mais en tout, je suis allée vérifier sur le site de Hachette. Oh non. Et en tout, j'ai compté, il y a 115 maisons. Mais parce que après, tu as aussi des maisons d'édition qui ont des des catégories en mode, je sais pas, tu as une maison d'édition qui va avoir une catégorie romance, oui, c'est ça. machin. En fait, ouais, c'est ça. Donc moi, j'ai compté genre tous les petits logos qu'ils avaient sur leur page des trucs qu'ils possèdent globalement. T'as compté les logos. J'ai compté les logos, mais en fait, oui, t'as raison, c'est ce que tu... Notez l'investissement. En plus, je suis nulle en calcul, donc vraiment, je fais ça pour la bonne cause. Mais en fait, t'as raison, parce que par exemple, la marque Hachette, tu vois, genre, il y a Hachette Jeunesse, il y a Hachette Disney, il y a Hachette toutes les filiales à l'étranger. Enfin, du coup, ça compte à chaque fois comme une marque différente, mais en soi, c'est Hachette, quoi. Mais du coup, en tout, ça fait 115 marques, mais peut-être pas 115 maisons, peut-être du coup juste une cinquantaine. Ouais. Mais bref, c'est quand même énorme. Et du coup, comme ce que je disais avant, c'est que parmi toutes ces marques, il y a des marques aussi étrangères. Donc, il n'a pas que de l'influence en France. Il y a des marques anglaises, espagnoles, mexicaines, américaines, marocaines. Et il y a aussi donc, toutes les filiales étrangères de Hachette, comme je te disais. Donc, Hachette India, Japan, Australia, etc., etc. Et du coup, je vais pas toutes vous les citer parce que ça va faire quand même beaucoup. Mais on a fait un petit recap donc, des principales maisons dans l'ordre des plus connues aux moins connues, selon nous. Donc voilà. Donc évidemment, on a Hachette, la marque principale du groupe, j'ai envie de dire, dont Hachette Roman, Hachette Jeunesse, bref, toutes les sous-marques. Mais aussi, j'ai découvert qu'il existait Hachette Board Games, donc un truc qui édite des jeux de société. Oh. Et ils ont édité le jeu blanc manger coco. Mais non. Mais si. Je l'ai mis dedans parce que ça m'a choquée, parce que moi j'aime beaucoup ce jeu et j'y ai souvent joué avec des potes. Je vois plus pareil maintenant. En même temps, blanc manger coco, c'est un jeu, si je me rappelle bien, où tu peux faire des blagues racistes. C'est peut-être pour ça. Ouais. En fait, c'est là où tu te dis le mec il rigole pas de ouf en fait dans son jeu, genre c'est pas trop une vanne. Mais bon, du coup voilà. Ensuite, on a le livre de poche. Donc, qui va avec le livre de poche jeunesse aussi. Toutes les marques du groupe Hatier, donc Hatier Jeunesse, etc. Beaucoup trop de fois le mot jeunesse dans cette partie. Vous comprenez le principe. Ensuite, on a la maison Kallman-Lévy, donc qui ont publié des auteurs, après il y a très très longtemps, donc ils appartenaient évidemment pas encore à Bolloré, mais des auteurs comme Balzac, Dumas, Flaubert, Stendhal, Victor Hugo et d'autres. Donc une maison qui existe depuis tellement longtemps. Et pour info, c'est la maison d'édition principale de Guillaume Musso. Voilà, je le pose ici parce que je sais que c'est un des plus gros auteurs français. Vous en faites ce que vous voulez. Ensuite, on a aussi, comme grosse maison que beaucoup de personnes connaissent, on a Grasset, Fayard. Ensuite, quelque chose qui m'a un peu brisé le cœur, si vous êtes comme moi et que vous lisez depuis que vous êtes petit, sachez que la Bibliothèque Rose et la Bibliothèque Verte
Le Club des 5. Oui, le Club des Punaise. 5, Fantomette, tout ça là. Voilà. So Je sais sad. pas quoi dire. C'est trop sad. Ensuite, si vous êtes amateur de manga comme moi, il y a Pika Édition, donc ceux qui ont édité notamment L'Attaque des Titans, Sailor Moon et GTO. Et pour ce qui est autre que les romans manga, il y a aussi beaucoup d'éditeurs de dictionnaires français, genre Larousse, et même des dictionnaires étrangers aussi. Donc on revient un peu sur le truc là de beaucoup d'influence dans les milieux de l'éducation, etc. Bah, les dictionnaires, mais aussi les manuels scolaires, puisqu'ils possèdent donc les marques Hachette Éducation et le livre scolaire.fr, Mhm. qui sont, je pense, les principaux éditeurs de manuels en France. Et ensuite, autre petit fact qui va peut-être vous faire mal, mais les éditions Albert René, donc ceux qui possèdent l'ensemble des droits des albums Astérix, Oh punaise. encore l'enfance gâchée, et aussi Hachette Jeunesse collection Disney, donc tout ce qui est livre de coloriage, album d'images, etc. de Disney, Star Wars, Marvel, C'est terrible. bah Hachette aussi quoi. Voilà. Je sais, c'est un peu déprimant comme ça, on sait. Mais vous inquiétez pas, on va venir aux choses plus positives plus tard. Ouais, pas tout de suite, parce que du coup, moi je vais vous parler de pourquoi c'est problématique en fait qu'ils détiennent autant de choses, parce que on peut se dire ok, le mec a de l'argent, très bien, il veut acheter des maisons d'édition, c'est cool, mais du coup ça pose problème parce que les maisons d'édition, on va rappeler un peu ce que c'est leur rôle. En fait, elles ont une place primordiale dans la chaîne du livre parce que c'est littéralement l'intermédiaire entre l'auteur et le lecteur. C'est-à-dire qu'en fait, elle va recevoir des manuscrits et donc elle va un peu les sélectionner, les repérer. Ensuite, elle va travailler avec les auteurs pour améliorer ce manuscrit, que ce soit sur le fond ou la forme. Ensuite, elle va gérer notamment la mise en forme, donc le choix de la couverture, l'illustration, etc. Et elle va également imprimer le livre. Et une fois que ça c'est fait, en fait, elle va s'occuper de distribuer le livre aux librairies, aux grandes surfaces, enfin partout en fait où on peut acheter des livres. Et elle va s'occuper bien sûr de la promotion et de la communication autour des livres qu'elle va distribuer. Du coup, le fait que Bolloré détienne le premier éditeur en France, donc Hachette, c'est hyper alarmant. Mais pourquoi ? Parce que tout d'abord, ça participe à la diffusion des idées d'extrême droite, comme on l'a dit avant, parce que ce mec est très impliqué en politique. Beaucoup trop. Et voilà, avec ses maisons d'édition, il peut donc publier les livres de ses petits copains. Par exemple, dans la liste que Sarah a faite tout à l'heure, il y avait les éditions Fayard, éditions qui ont publié le livre de Bardella. Parce que, évidemment, on est en accord avec ses opinions, donc on publie, quoi. C'est comme ça que ça se passe. Et de manière générale, ça va pouvoir permettre de mettre en avant des idées, des contenus réactionnaires. Ensuite, on a l'affaiblissement de la bibliodiversité. Donc ce mot-là, en gros, ça veut dire la biodiversité littéraire. En fait, c'est tout simplement une menace pour la liberté de création et d'expression. Par exemple, le livre d'un auteur ou d'une autrice qui critique ouvertement Bolloré, il sera pas publié dans le groupe Hachette, quoi, parce qu'ils vont se dire, alors, t'as dit du mal du patron, donc on va pas te publier, en fait. Et donc, ça, c'est compliqué, parce que comment tu fais quand Bolloré il détient une part significative du marché de l'édition ? T'as plus le choix. Du coup, on est face à un risque de standardisation éditoriale entre les différentes maisons du groupe Hachette, parce qu'au final, elles vont s'aligner sur les mêmes sujets. Et ça va forcément porter atteinte à la diversité des voix, quoi. C'est-à-dire que les auteurs et autrices qui sont moins connus ou qui expérimentent des styles un peu différents, qui ne sont pas forcément des best-sellers, ils vont être jugés peu rentables et ils pourraient être tout simplement écartés parce que ils ramènent pas assez d'argent, etc., quoi. Ou même justement, vu qu'on est dans le mois des fiertés et qu'on a un TikTok là-dessus juste avant, même les auteurs LGBTQIA+, ouais. c'est... Enfin, voilà, je suis pas sûre que ça soit son dada, quoi. Non, pas vraiment. Ah oui. Mais après, en dehors des auteurs, etc., il y a aussi les librairies qui sont tout simplement dans l'impasse parce que, comme je le disais avant, ils possèdent une part significative du marché de l'édition. Donc en fait, les librairies, le groupe Hachette, c'est si ce n'est la moitié de leur chiffre d'affaires. Et donc en fait, boycotter Bolloré, ça revient tout simplement à un suicide économique pour elles parce qu'elles peuvent juste pas se permettre en fait de ne pas passer par lui. Et donc elles sont piégées, quoi. Et on a relevé notamment une citation de Guillaume Husson, qui est délégué général du syndicat de la librairie française, dans un article de France Info Culture qu'on a trouvé. Il disait « Le rôle des libraires, c'est de défendre la diversité. Si elle se réduit, si le marché tourne essentiellement sur des best-sellers, alors on peut même dire qu'on n'aura plus besoin de librairie. »
Et c'est vrai, parce qu'au final, voilà, si on n'a plus de petits auteurs indépendants, si on n'a plus des gens qui explorent des genres un peu différents et tout, qu'on n'a que des best-sellers comme ça produits à la chaîne, ben il y aura plus de librairie en fait. Bah c'est ça, parce qu'au final, on va juste tous aller acheter nos livres dans les grandes surfaces. Exactement. Et moi, j'aime pas trop la vibe grande surface. Perso, tu choisis ton livre entre... Entre rien. Non mais surtout, moi franchement, j'ai déjà acheté des livres en grande surface, mais tu sais, c'est vraiment quand il te faut un livre là maintenant en mode t'as rien à lire. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Ou quand t'es dans un trou perdu Oui, et qu'il n'y a pas exactement. forcément de librairie, tu vois. Oui, c'est ça. Là, bah, quand il n'y a pas le choix, tu vois, oui. Mais c'est vrai que nous, à Strasbourg, on a quand même énormément de librairies. En plus, Strasbourg, capitale mondiale du livre en 2025, si je dis pas de bêtises. C'était de avril 2024 à avril 2025. Ah, bon, bah, plus depuis pas très longtemps, Ouais. mais quand même. Ouais, c'était très cool d'ailleurs. Du coup, ouais, vous n'avez peut-être pas tous cette chance, mais... Mais on a beaucoup de librairies indépendantes surtout. Oui. Mais on vous donnera des tips après pour en trouver spécifiquement. Mais donc, une des raisons justement qui mettent les librairies en danger, c'est que Bolloré, pour le monde de l'édition, il a une vision purement économique. Ça conduit forcément à une logique industrielle du livre qui est incompatible avec sa vocation culturelle, critique et démocratique, parce que les livres, la culture, tout ça, on n'est pas là pour faire du profit à la base, quoi. C'est vraiment... ça menace en fait la diversité des idées tout simplement parce que les livres c'est un vecteur d'indépendance intellectuelle et là en fait il est vraiment réduit à un produit de consommation alors qu'il devrait tout simplement rester un outil d'émancipation. En fait il va gérer le monde de l'édition comme une start-up, comme oui, un business quoi. Et c'est là que c'est problématique. Et du coup, pour résumer, le rachat d'Hachette Livres par le groupe Bolloré, il a suscité une vive inquiétude dans le monde littéraire. Donc il y a de nombreux auteurs, éditeurs et libraires qui ont dénoncé une concentration dangereuse dans le secteur de l'édition. Et en fait, ils craignent tout simplement une atteinte à la diversité des idées et de la liberté éditoriale. Il y a plusieurs libraires indépendants qui ont lancé des appels au boycott d'ailleurs, et il y a aussi des figures du monde intellectuel qui ont alerté sur le risque d'une orientation idéologique des publications, donc en lien, on ne vous l'apprend plus, avec les positions conservatrices du groupe de Bolloré tout simplement. Enfin, il y a des collectifs aussi d'écrivains et d'écrivaines qui ont exprimé leurs inquiétudes à travers des tribunes dans les médias, notamment Le Monde, on vous la mettra aussi en lien. Oui, et justement en parlant de la mobilisation qu'il y a eu suite à ce rachat, aussi beaucoup des employés finalement de Hachette qui se sont mobilisés parce que la majorité, bon je pense voilà quand tu es dans le domaine de l'édition, comme tu l'as dit avant, tu prônes la culture, l'émancipation, l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit et pas les valeurs du groupe Bolloré quoi. Donc ça a beaucoup râlé à juste titre. Oui. Et ouais, comme on l'a dit avant, beaucoup de démissions, beaucoup de personnes beaucoup d'éditeurs en fait qui n'ont plus vraiment le choix de ce qu'ils veulent éditer. Donc voilà, c'est problématique vraiment pour tout le monde, quoi. Bah ouais, surtout qu'on en discutait la dernière fois et on se disait, imagine là, t'es un auteur, tu veux sortir un premier livre, au secours, quoi. C'est clair, enfin... Déjà, tu dois te taper les 115 logos sur le site de Hachette. Ouais. Sarah peut vous en dire quelque chose. Bon, on sait que c'est un petit peu déprimant et décourageant tout ça, mais notre discours ici, c'est pas... on veut pas vous dire quoi faire et on veut surtout pas vous suggérer de faire un boycott sans vous donner de solution à côté. Oui, parce qu'en fait, on voit beaucoup de contenu sur les réseaux qui disent « ouais, ça c'est pas bien et tout », mais en fait, qui proposent jamais de solution. Donc toi, t'es là en mode « ok, ça, il faut pas que j'achète, mais du coup, j'achète quoi ?» Parce que globalement, on va pas s'arrêter de lire des livres du jour au lendemain, quoi. C'est ça, surtout si c'est votre passion. Et après, on sait que pour certaines personnes, en fonction de là où vous habitez, vous avez peut-être moins accès à, je sais pas, certaines... t'as moins de choix. T'as moins de choix, oui, c'est ça. Que, comme on disait avant, dans les villages un peu perdus, loin de la ville, je pense que t'achètes surtout beaucoup dans les supermarchés. Il y a peut-être moins de librairies. Mais bon, voilà. On va vous donner nos solutions face à ça. On va vous dire quelle maison d'édition on vous invite à privilégier, et notamment à celle du groupe Hachette, quoi. Du coup, on a une petite liste, une liste assez conséquente en vrai, ouais. de noms à vous donner, donc à privilégier. Pour commencer, on va parler des grandes maisons d'édition indépendantes. Il y a, pour commencer, Gallimard,
que vous connaissez aussi certainement, donc qui n'appartient pas au groupe Bolloré, Dieu merci. Mais du coup, Gallimard et toutes ses filiales, donc Folio, Mercure de France, Joël Osfeld, etc. Et pour vous rassurer, parce qu'avant j'ai cité des auteurs genre classiques qui ont été publiés dans les groupes dans les marques qui appartiennent aujourd'hui à Bolloré, mais Gallimard aussi, ils ont publié beaucoup d'auteurs classiques, donc Proust par exemple, ou Camus, Antoine de Saint-Exupéry, donc l'auteur du Petit Prince, Sartre et encore beaucoup d'autres. Enfin voilà, je sais que encore une fois, c'était un temps où Bolloré existait, mais n'était pas n'était pas encore le patron. Enfin, existait, je sais pas, ça dépend de l'année. Oui, ça dépend. Ouais. Mais parce qu'il n'est non plus pas immortel, ce gars. Enfin, il heureusement. n'a pas toujours existé. Putain, imagine l'angoisse. Ouais. Heureusement. Mais bon, bref, c'était pour faire le parallèle, quoi. Ensuite, il y a aussi Actes Sud, donc qui qui édite la littérature française et étrangère d'un peu tous les styles. On a aussi Le Seuil et ses filiales, donc Métellier, Payot et Rivage, etc. C'est aussi une maison généraliste qui est présente dans tous les domaines éditoriaux, en vrai. Après, pour sortir un petit peu des maisons généralistes, on a les éditions Minuit, qui font partie du même groupe que Gallimard, et qui éditent aussi des romans, mais aussi beaucoup d'essais philosophiques, de critiques littéraires, de textes d'auteurs avec un style plutôt contemporain. Donc si vous kiffez bien les textes plutôt contemporains, il y a aussi l'Olivier qui en publie beaucoup dans ce style. Ensuite, il y a La Fabrique, donc, qui est une maison d'édition plutôt très transparente sur ses valeurs, ce qui est cool. Et d'ailleurs, fun fact, ma sœur est en train de lire un livre de cet éditeur. Parce qu'en fait, quand je suis allée sur leur site web, j'ai reconnu les couvertures des livres. Parce qu'en fait, c'est les mêmes, juste ils changent les couleurs. Ah oui. Mais c'est le même layout, tu vois. Ouais. Et du coup, actuellement, elle lit un livre qui s'appelle Le nettoyage ethnique de la Palestine, de Ilan Pappé. Ok. Et qui est très intéressant apparemment. Faudrait que je le lise aussi. J'imagine. Mais qui est un peu en gros pavé. En plus, c'est écrit vraiment avec une typo hyper petite. Ah. Bon, il a des choses à dire, le gars, hein, ça se tient. mais du coup, voilà, c'est édité par La Fabrique. Il propose beaucoup d'ouvrages engagés sur des thèmes comme l'antiracisme, l'écologie, le féminisme, la politique, etc. On passe maintenant aux petites maisons d'édition indépendantes, enfin celles en tout cas qui sont moins connues. Donc il y a Agon, donc, qui publie des livres plutôt sur les thèmes de sciences humaines, politiques. Et j'ai vu qu'ils ont un livre qui s'appelle Édition française, qui possède quoi ? Mais non. Donc c'est fun. Ouais. Incroyable. J'ai vu ça. Peut-être qu'il faudra qu'on le lise du coup. De manière générale, si vous aimez bien lire des essais ou des livres qui parlent d'histoire, de voyage, de culture et de sujets de société, il y a les éditions du Détour, l'Échappée, les Forges de Vulcain, les éditions Libertalia, le Passager clandestin et les éditions Anarchasis, qui sont toutes les 6, donc plutôt axées sur ces thèmes-là. Et pour finir, pour le fantastique, j'en ai inclus quelques-unes parce que je sais que voilà, on sait que c'est un genre de livre qui plaît beaucoup, surtout en ce moment, ça revient beaucoup à la mode, genre avec les romantaisies et tout. Il y a la maison Mnemos, la Volte. D'ailleurs, fun aussi, parce qu'en 2025, ils ont publié un ouvrage collectif qui s'appelle Débordé Bolloré. Stylé. Ouais. Bon, après, je sais pas en quoi c'est du fantastique ou de la science-fiction, mais ils ont publié ça. En SF et fantastique, il y a aussi Argile et 13e Lune, qui, j'ai vu, est une très petite maison qui est basée à Lyon et qui fonctionne sous le statut associatif. Donc je sais pas à quel point c'est récent, mais ils ont encore peu de livres. J'ai vu qu'ils ont que publié 2 auteurs pour l'instant. Okay. Mais voilà, à suivre si vous aimez le fantastique, je pense. Et si vous venez de Lyon. Aussi. Le local, c'est sympa. Et sinon, il y a évidemment tous les autres groupes d'édition hors Bolloré que, voilà, même s'ils ont assez d'argent, on va dire que c'est mieux d'acheter quand même chez eux que... chez Hachette, quoi. Donc on a Madrigal, donc qui est le groupe où il y a Gallimard, Flammarion, Casterman, enfin voilà, on en a cité quelques-unes avant. Et donc, on l'a mentionné, le fameux groupe Editis. Oui, parce que du coup, il n'appartient plus à Bolloré, comme on l'a dit, il a dû le revendre. Exactement, donc Editis qui compte Robert Laffont, Nathan, XO et encore d'autres. Donc désormais sous la direction de Daniel Kretinsky, comme tu me l'as dit.
Ouais. Donc pas ouf parce que c'est quand même un milliardaire, mais bon. Ouais, mais en faisant des recherches, en vrai, j'ai trouvé qu'il n'avait pas de lien apparent avec l'extrême droite de son pays. En fait, Ok, c'est surtout un mec qui, pour le coup, est vraiment là pour le business, en mode, il y a une opportunité à prendre, je la prends. ok. Donc, bon, après, voilà, il y a ce qu'il fait et il y a ce qu'il pense, on peut pas savoir, mais pour l'instant, il y a rien qui ressort de ouf, quoi. Ouais, c'est pas un Bolloré bis, quoi. Ça va pour l'instant, oui. Ok, tant mieux. Et on peut aussi citer La Martinière, Le Seuil, donc je l'ai dit aussi avant, mais les éditions Seuil, et aussi Don Quichotte, Point, et encore d'autres. Alors pourquoi c'est aussi important de soutenir toutes ces maisons d'édition et notamment les petites maisons indépendantes? C'est que la majeure différence avec les grosses maisons d'édition, c'est que les plus petites, elles sont souvent plus engagées en vrai, puisqu'ils sont pas sous la direction d'une seule personne qui est, on va dire, puissante ou sous la direction d'un milliardaire aux opinions douteuses. Et N'est-ce du coup, pas? les éditeurs, ils sont plus libres de travailler avec des auteurs qui leur ressemblent. Et Et c'est ça qu'on soutient. c'est ça qu'on soutient, ouais. Ils ont plus de liberté. Oui, et puis surtout, c'est important de les soutenir parce que justement, vu qu'elles sont indépendantes, c'est comme les médias indépendants en fait. Mediapart et tout, en fait, on voit souvent qu'ils sont dans la sauce parce qu'ils n'ont pas assez de thunes, parce que forcément, ils n'ont pas de milliardaires justement derrière eux qui viennent leur remplir les poches. C'est pour ça que c'est important de les soutenir parce qu'ils n'ont pas forcément l'argent nécessaire pour survivre. Et donc moi, je vais vous parler de comment les soutenir concrètement parce que c'est pas forcément évident. Il y a aussi, je pense, des formes de soutien auxquelles vous n'aurez peut-être pas pensé et qu'il est toujours utile de dire. Tout d'abord, il faut acheter directement auprès des maisons indépendantes. Parce que, voilà, on a tendance à passer par... Bon, Amazon, non. Enfin, moi, perso, ça m'arrive pas. On évite en Mais tout cas. la Fnac, la Fnac, avant, oui. Depuis que j'ai appris que Bolloré avait des parts dedans, non. Je te jure. Mais finalement, en fait, n'achetez plus rien. Voilà, c'est ça le conseil. N'achetez plus rien, ne faites plus vos courses, ne vous cultivez surtout pas, n'allez pas à des concerts, voilà, ne faites rien. Ne faites rien, restez chez vous. Ne faites plus rien. Non, c'est pas vrai. Non, mais du coup, voilà, c'est important d'acheter directement sur le site des maisons indépendantes plutôt que de passer par des intermédiaires. Parce que du coup, ça va augmenter leur marge directe parce que justement, ils n'ont pas de commission de ces intermédiaires-là. Donc voilà, il n'y a pas une partie de la thune qui va partir à la Fnac, ça va aller directement chez eux. Et aussi, il faut savoir qu'il y en a certaines de maisons d'édition qui proposent des abonnements ou des précommandes solidaires. Voilà, donc de quoi payer un peu moins cher finalement. On peut aussi privilégier les librairies indépendantes parce que c'est souvent elles qui sont les partenaires privilégiés des maisons d'édition indépendantes. Forcément, elles travaillent ensemble. Et du coup, en consommant ces livres, en fait, vous allez encourager leur mise en avant en rayon. Et surtout, j'ai découvert une pépite pendant mes recherches. C'est le site internet librairieindépendante.com. En fait, je suis allée dessus. C'est un site très simple, très efficace. En gros, t'écris le titre d'un livre que tu cherches. Tu dis où. Donc, par exemple, moi, j'ai fait une recherche avec Politiser le bien-être de Camille Test à Strasbourg. Et en gros, il va te lister les maisons d'édition, enfin pas les maisons d'édition, pardon, les librairies indépendantes où tu peux trouver ce livre à Strasbourg. Ah, mais c'est trop bien. C'est génial. Je vais chercher le prochain livre qu'on va lire en commun. C'est vrai. Je vous le dis pas. Moi, j'ai de la chance, je l'ai trouvé en médiathèque, mais ouais, bonne idée. Mais du coup, c'est trop bien cet outil-là pour trouver les livres que tu cherches en fait pour privilégier les librairies indépendantes. Ensuite, ce qui est pas mal pour surtout se renseigner, c'est de participer à des événements littéraires alternatifs. Donc, si autour de vous, il y a des foires, des salons indépendants, des festivals engagés, etc., vous pouvez y aller tout simplement déjà pour rencontrer directement les éditeurs sur place, voir les auteurs. Et comme ça, vous pouvez découvrir leur catalogue et acheter des livres directement en circuit court parce que souvent, ils en amènent avec, ils ont des stocks, quoi. Et enfin, le plus important même, ce serait de soutenir à votre échelle. Parce que si vous en avez les moyens, vous pouvez participer déjà à des campagnes de financement participatif. Donc, pour apporter le soutien financier que ces maisons d'édition indépendantes n'ont pas, vu qu'elles ne sont pas, n'appartiennent pas à un milliardaire. Donc là, c'est vraiment si vous avez de l'argent, que vous êtes OK pour financer ça, ça peut être cool. Que vous en avez envie aussi, évidemment. Voilà, c'est ça. Mais si jamais vous ne pouvez pas, c'est absolument pas grave. Vous pouvez tout simplement parler de ces maisons d'édition, de leurs livres et recommander ça autour de vous pour que les gens en parlent, que ça se sache. Par exemple, voilà le site librairieindépendante.com. Je ne connaissais pas du tout, mais je pense que maintenant, je vais en parler à la terre entière. De ouf, incroyable. Mais c'est trop bien. Voilà.
Fini. Fin, bisous. Bah, on espère que cet épisode vous aura plu, que il vous aura pas trop saoulé parce que il est un peu rageant sur le début. Mais on a essayé de mettre un petit peu, voilà, notre petite touche personnelle d'autodérision dedans. Pour alléger les sujets. Promis, on va parler de trucs plus cool les prochaines fois parce que c'est vrai que là, on parle de sujets un peu badants et tout, mais après, c'est important de savoir aussi qu'est-ce qu'on consomme, où est-ce qu'on consomme, etc. Donc, c'est pour ça que là, on a voulu vous expliquer un peu tout. Enfin, surtout, on voulait pas être dans cette démarche, comme on le disait, de boycotter Bolloré sans vous dire quoi, comment, où. Et puis surtout, en fait, on n'est pas vos darons. Genre, on n'avait pas envie de prendre une position en mode... mais ce que vous faites, c'est pas bien. Surtout que même nous, jusqu'à il y a pas si longtemps, on le savait pas, en fait. Là, on s'est renseigné dessus, donc on a appris plein de choses. Mais moi, j'avoue... quand j'allais dans les librairies, avant, je faisais pas du tout gaffe à la maison d'édition, tu vois, genre... mais même moi... Il y avait un livre que je voulais, genre je prends la première édition que je vois et je pars avec, tu vois, enfin, je me posais pas de questions. Mais surtout, avant, moi, j'avais même pas forcément conscience qu'il y avait des éditions différentes pour le même livre. Ouais, oui, c'est vrai. Parce que la dernière fois, on s'est fait la réflexion avec 1984 parce qu'on n'avait pas le même. Ouais, après moi, la mienne a été assez ancienne. Oui, c'était une édition folio. Ouais, et moi... Bah, je sais plus. C'était une nouvelle, mais je sais plus. Oui. Voilà, preuve qu'on n'y prête pas attention finalement. Bah, on espère aussi que c'était pas trop fastidieux d'énumérer les maisons d'édition, mais après, c'est important du coup pour que vous sachiez lesquelles sont concernées, que ce soit autant celles contrôlées par Bolloré que celles indépendantes. Mais ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire une espèce d'infographie qui va regrouper tout ça, et on essayera de vous la mettre à disposition via TikTok, je pense. On fera en sorte de vous la mettre à disposition, on ne sait pas encore exactement comment, mais je pense que ça peut être intéressant, comme ça vous pourrez avoir un outil qui vous permet de checker rapidement si ça appartient ou pas et quelle solution avoir en face, quoi. Bon, du coup c'est vrai que là les 2 derniers épisodes qu'on a fait, on était sur des thèmes assez épuisants, épuisants mentalement. Pour le prochain, on part sur quelque chose de beaucoup plus chill. Ouais, on part sur un truc même un peu nouveau parce que nous, on n'a pas hyper l'habitude de lire ça. Oui. Mais en gros, en se baladant sur TikTok, on est tombé sur un auteur qui venait de sortir son premier roman. Du coup, ce roman s'appelle Blindly. Peut-être vous en avez entendu parler parce qu'il est vraiment beaucoup passé sur TikTok. Oui, mais je crois que d'ailleurs l'auteur qui s'appelle Polat Gokay, c'est, je crois, un créateur de contenu BookTok, genre avant... sûrement qu'il écrivait déjà avant, mais sur en Wattpad. tout cas... sur Wattpad, oui. Mais du coup, il est très actif sur TikTok, quoi. Ouais, et du coup, en vrai, son livre, si vous le connaissez, est particulièrement beau. La couverture, les pages et tout. Et ça nous a chauffé, on s'est dit, allez, on va lire ça. Donc, écoutez, on l'a lu et puis on s'en parle dans le prochain épisode, quoi. Écoutez, on espère que cette séance vous aura plu. Ouais, que ça vous aura été utile, surtout. Et du coup, on se retrouve le dimanche 13 juillet à 16h, comme d'hab. À bientôt. À bientôt. Bisous. Bisous.